Avant d'engager le débat avec nos invités, il paraît pertinent de donner quelques éléments de contextualisation. Il convient également d'expliciter brièvement la formulation que nous avons choisie. Les Balkans, région du sud-est de l'Europe, ont longtemps été perçus comme une poudrière. En effet, lorsque les Balkans sont évoqués en France, c'est généralement pour traiter de développement négatif, souvent lié à leur résurgence nationaliste ou de tensions ethniques analogues. La mémoire collective française est évidemment marquée par les terribles années 90, au cours desquelles les guerres d'indépendance de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie ont mis la région à feu et à sang. Cet héritage n'a pas disparu et les Balkans sont toujours largement perçus comme une région anarchique, en proie à une violence qui serait presque structurelle, voire indépassable. Mais depuis les années 90, la région a pourtant été pacifiée et les différentes entités nationales ayant émergé de ces conflits ont évolué, certes à des degrés différents. En plus des pays des Balkans orientaux, restés en dehors de ces conflits, la Slovénie en 2004 puis la Croatie en 2013 ont rejoint l'Union européenne. Restent alors les pays des Balkans occidentaux, savoir l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Ces 6 pays qui font présentement face aux grands défis de l'intégration européenne seront au centre de nos discussions aujourd'hui. Les Balkans occidentaux demeurent une région peu connue en France, souvent traitée à travers un prisme occidental dont résultent forcément clichés et incompréhension profonde. Maria Todorova, historienne bulgare, dénonce ce biais informatif et analytique avec son concept de balkanisme, en référence aux travaux d'Edouard Saïd sur la perception occidentale de l'Orient, l'orientalisme. Dans la langue française, le mot balkanisation est lui-même utilisé pour décrire un processus de morcellement ou de division d'un ensemble territorial ou politique. L'expression renvoie ainsi au fractionnement d'une entité au détriment de sa cohésion. Les médias l'utilisent alors avec de plus en plus de légèreté pour évoquer métaphoriquement des situations problématiques en France ou en Europe. En bref, les Balkans renvoient une image négative. Nous pensons qu'il est temps de débalkaniser les Balkans. Il est temps de débalkaniser nos perceptions et nos attitudes face à cette région, que cela soit en France ou au sein des institutions européennes, mais aussi peut-être dans les Balkans eux-mêmes. Plutôt que de se fier aux clichés ou aux idées préconçues, il est nécessaire de renforcer notre compréhension des enjeux régionaux, notamment dans le cadre du futur européen de la région et de ses habitants. C'est dans cette ligne que s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui. J'ai ainsi le plaisir d'accueillir nos 3 intervenants qui auront la lourde tâche de démêler ces questionnements. Tout d'abord, Monsieur Olivier Burriette, docteur en histoire contemporaine, spécialiste en histoire européenne et notamment de l'Europe centrale et orientale, maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle. Parmi nous, également aujourd'hui, Monsieur Florent Marciac, docteur en sciences politiques et spécialiste de la politique d'élargissement de l'Union européenne, des Balkans occidentaux et du partenariat oriental. Vous êtes également chercheur associé au Centre international de formation européenne, ainsi que secrétaire général adjoint au Centre franco-autrichien pour le rapprochement européen. Enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Sena Maric, chercheuse au Centre politique européen de Belgrade. Dobrodošli, Sena. Commençons, si vous le voulez bien, par une question commune, en rapport direct avec le titre de notre webinaire. Selon vous, faut-il procéder à une débalkanisation des mentalités à propos des Balkans? Et si oui, comment? Monsieur Burriette, j'aimerais vous donner la parole en premier, afin que vous partagiez votre point de vue, un point de vue français. Merci Ena, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je donnerai mon point de vue de l'enseignement en fait que je fais chaque année à la Sorbonne Nouvelle sur l'Europe centrale et effectivement la zone des Balkans. Et moi je pense, alors moi ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le terme balkanisé, quoi. C'est-à-dire, évidemment, qui est devenu un mot un peu comme on utilise munichois pour déterminer, le manque de courage en politique étrangère. Bah, balkanisé, voilà, c'est fractalisé, c'est obscur, c'est compliqué, c'est l'Orient compliqué quelque part un peu. Et donc qu'il faille débalkaniser, moi j'en suis absolument certain en utilisant ce terme de balkanisation, mais
je pense que, et c'est mon point de vue, alors là, au niveau vraiment de l'enseignement, tout simplement, que on les débalkanisera par la connaissance de cette région et par l'enseignement de son histoire, et pas seulement de son histoire au XXe siècle, de ce qu'on appelle encore aujourd'hui l'ex-Yougoslavie, mais de tout simplement de comprendre que c'est une région extrêmement ancienne qui nous ramène à la division de l'Empire romain en deux, Empire romain d'Orient et d'Occident, ce qui permet déjà de comprendre pourquoi cette ligne passait par la Croatie, justement, pourquoi il y a d'un côté des populations davantage catholiques qu'orthodoxes, comment se fait-il qu'il y ait autant de minorités musulmanes, puisque après la période de l'Empire romain, on a la période byzantine, puis la période de l'occupation ottomane, qui est très longue, et puis le mouvement de libération nationale progressif au XIXe siècle de la région, sachant que c'est une région, en plus, qui s'étend au-delà de la Yougoslavie. Vous avez bien fait de parler tout à l'heure des Balkans occidentaux, Balkans orientaux. On a parlé de la Bulgarie, bien sûr, tout à l'heure. La Bulgarie est aussi un État balkanique qui est rentré certes dans l'Union européenne en 2007, mais ça en fait partie pleinement de son histoire et de ses liens aussi qu'elle a avec la Macédoine du Nord. On parlait tout à l'heure d'un collègue, monsieur Nicolas Dimitrov. C'est un nom qui une consonance particulièrement bulgare, c'est tout à fait clair. Donc voilà. Donc je pense que voilà, pour pas monopoliser trop la parole, c'est ça. Je pense que c'est débalkanisé, oui, et débalkanisé par la connaissance, l'enseignement et la communication tout simplement sur ce qu'est cet espace, quelle est son histoire et quels sont ses enjeux. Un espace vraiment pleinement européen et qui a toute vocation, bien sûr, à ce que quand les élargissements reprendront, bien sûr, à entrer dans l'Union européenne, il n'y a pas que la Slovénie et la Croatie. Il semble tout à fait logique et normal que les autres États, y compris l'Albanie, qui a une histoire à part, vous l'évoquiez tout à l'heure, rentrent bien sûr, que tous ces États-là, rentrent dans les élargissements de l'Union. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Burette, pour cette réponse. Monsieur Marciac, je me tourne vers vous. Qu'en pensez-vous? Pouvez-vous nous donner votre avis? Un avis qui illustrerait peut-être un point de vue européen? Merci, Anna. Tu as mentionné donc l'idée de poudrière et d'anarchie, de violence structurelle. Et effectivement, le terme de balkanisation, ça évoque réellement ce rapport figé au passé. C'est un passé conflictuel, un passé qui est récurrent, qui produit des fractures, qui mène à des fragmentations d'espace, d'affects, de sociétés politiques. Et donc, forcément, on ne peut que être content du terme négatif de débalkanisation, qui suggérerait qu'on peut, même en se référant à cette balkanisation, suggère qu'on peut surpasser, surmonter ce passé, surmonter ces fractures. Et je crois que c'est essentiel, ce que dit Olivier Gamand, c'est par la connaissance qu'on y arrive. C'est essentiel pour comprendre les Balkans occidentaux, mais également pour comprendre notre rapport à l'Union européenne. Tu l'as dit, Enna, balkanisation, on n'emploie pas juste pour les Balkans, on l'emploie aussi, par exemple, pour l'Union européenne. Donc, une Union européenne qui aspire à davantage, et c'est déjà beaucoup, que simplement à œuvrer pour la paix sur le continent. Alors, je vais simplement souligner deux impératifs qui me paraissent importants dans ce cadre-là. Alors, le premier, c'est de regarder la région et de chercher à la connaître, à la comprendre telle qu'elle est maintenant. Et pas comme elle est, même si on doit comprendre la logique historique, mais pas comme elle est, pas un fantasme de l'histoire, un fantasme d'une région ravagée par la guerre. Alors, les Balkans aujourd'hui, c'est pas des Balkans en guerre. Quand je suis en France, parfois on entend ça, mais là-bas ils se tirent dessus. Enfin, c'est l'anarchie. Non, l'insécurité elle est bien moindre là-bas que dans beaucoup de métropoles européennes. Il n'y a pas la guerre, il y a des tensions, c'est vrai, il y a des différends, mais il n'y a pas d'animosité entre les personnes, entre les peuples. Bien au contraire. Alors après, c'est vrai que la région fait face à différents problèmes internes. C'est vrai, mais ça n'a absolument rien de spécifique à la région. Le chômage, la corruption, le populisme, ça, c'est des problèmes qui nous concernent tout autant. Et puis, c'est une région, et c'est aussi la région aujourd'hui, c'est une région qui est le théâtre de rivalités majeures, on va en parler, entre puissances internationales, donc la Chine, la Russie. Ça, c'est les Balkans d'aujourd'hui. La Chine et la Russie, qui sont d'ailleurs de plus en plus populaires, et même parfois, dans certains pays, plus populaires que l'Union européenne. Donc, connaître les Balkans d'aujourd'hui et pas simplement s'imaginer des fantasmes de guerre. Le deuxième impératif, c'est de comprendre, de voir que les Balkans font partie de l'espace européen.
Et je pense que c'est important d'avoir cette vision géographique. Les Balkans sont une région en Europe. De fait, il ne peut pas y avoir de rupture entre l'Union européenne et les Balkans. Les Balkans occidentaux font partie intégrante de la géographie européenne, la géographie économique européenne. Ils sont rattachés, par exemple, par un certain nombre de corridors transeuropéens. Les échanges de l'Union européenne avec l'Union européenne représentent 70% du commerce de la région. D'autres exemples, l'Allemagne, l'Autriche, ils investissent dans près de 500 entreprises, ils emploient des dizaines de milliers de personnes. L'usine Fiat italienne assemble 400 véhicules par jour en Serbie. Alstom France, il y a une longue liste. Alstom France va équiper le métro de Belgrade. Vinci a obtenu la concession de l'aéroport. Vous voyez, les Balkans sont intégrés économiquement dans l'Union européenne. Ils sont également intégrés dans la géographie humaine de l'Union européenne. À Vienne, 28% des étudiants qui s'inscrivent à l'université viennent des Balkans. Toutes les 2 minutes, un citoyen balkanique migre légalement vers l'Union européenne parce que nous avons des besoins, en particulier dans le domaine médical. Et puis enfin, c'est le dernier point, les Balkans occidentaux font partie du paysage politique de l'Union européenne. Ils participent à des opérations extérieures de l'Union, par exemple, en Somalie, ça c'est pour la Serbie. Ils s'alignent systématiquement avec les déclarations de l'Union européenne. Et puis leur processus d'adhésion à l'Union européenne suppose un alignement, une adoption de l'acquis des normes de l'Union européenne. Donc, débalkaniser, si vous voulez, les mentalités à propos des Balkans, ça signifie 2 choses. D'une part, voir les Balkans comme ils sont aujourd'hui, apprendre à les connaître et pas simplement avoir ces fantasmes devant les yeux. Et puis, lutter contre le maintien de lignes de fracture qui séparent les Balkans occidentaux de l'Union européenne et donc soutenir leur adhésion à l'Union européenne. C'est ça que ça signifie à mon sens. Je vous remercie, Monsieur Marciac, pour cette réponse. Madame Maric, vous êtes serbe et donc ressortissante des Balkans. Quel est votre point de vue concernant la débalkanisation des mentalités? On évoque souvent les problèmes d'émigration, de manque de confiance envers les institutions nationales ou plus généralement un certain pessimisme généralisé face à l'avenir dans les Balkans. Y a-t-il également un besoin de débalkaniser les mentalités au sein des Balkans, selon vous? Merci, Anna, et merci pour m'avoir invitée. Je m'inscris à tout ce qui a été dit par M. Burriet et Florent en ce qui concerne un peu contextualiser notre discussion. Et la réponse à ta question, c'est oui, évidemment. Les peuples des Balkans de l'Ouest peuvent beaucoup mieux faire pour un peu améliorer l'image que les Occidentaux ont sur nous, de la région. Malheureusement, l'esprit d'époque est qu'on ne peut attendre que des mauvaises nouvelles quand il s'agit des Balkans. Donc, même quand on est présent dans les médias, je pense, et d'après que je suis en France et ailleurs, c'est toujours dans un contexte assez négatif. Et on peut faire beaucoup mieux pour un peu améliorer la diplomatie publique de nos pays, pour un peu promouvoir des histoires positives et de montrer que notre région ne produit pas seulement des problèmes, mais que la région, comme elle est, peut aussi contribuer aux solutions, aux défis qui sont communs pour nous, pour toute l'Europe et plus vaste. Alors, c'est la faute, je dirais aussi, pas seulement de manque d'intérêt des Occidentaux, mais aussi la manque d'une attitude proactive de nos hommes politiques. Je blâmerai la responsabilité sur les institutions officielles. La société civile et la communauté d'étudiants, ils bougent, ils font des pages, je vois beaucoup plus d'interactions dans ce domaine-là. Mais en ce qui concerne la politique, c'est toujours, même si, comme Florent a dit, il n'y a pas de conflit et de guerre ici, ça c'est terminé malheureusement. Mais ce sont des politiciens et des hommes politiques qui survivent sur cette rhétorique d'haine, toujours, et qui dénigrent l'image de notre région. Et beaucoup de nos habitants
soit qu'ils sont présents toujours à la région, soit qui ont émigré en Europe de l'Est pour chercher de meilleures conditions de vie et une vie plus digne, ne pensent pas et ne veulent pas vivre dans cet habitat. Donc, je m'inscris à tout ce qui a été dit et je donne aussi cet élément de plus, de l'attitude plus proactive de la part de la région envers le monde occidental. Merci Sena Malic pour cette réponse très complète. Merci à vous, toi. J'aimerais désormais poser des questions un peu plus individualisées, en rapport notamment avec vos domaines d'expertise. Monsieur Buriette, vous êtes historien. J'aimerais donc centrer ma question pour vous sur ce domaine. Pourriez-vous nous dire quelles sont les relations historiques de la France avec les pays des Balkans? Est-ce que, selon vous, le traumatisme des années 90 influence les positions plutôt prudentes, voire frileuses de la France vis-à-vis des Balkans? Alors, merci Ena pour cette question. Alors, du point de vue d'un historien, je dirais que là, pour le coup, il faut vraiment quand même remonter dans les racines historiques. Alors j'évoquais tout à l'heure évidemment la période de l'Empire romain, tout ça. Non, bien sûr que non, beaucoup plus tôt. Je veux dire la période du 19e siècle, hein, où il y a la réémergence des États après le reflux progressif de l'Empire ottoman, hein, qu'on appelait l'homme malade du 19e siècle, hein, je vous le rappelle. Et ça prend souche d'abord, je pense, avec une très forte amitié franco-serbe précisément. C'est pas Sena qui me dira le contraire, je pense, dans la mesure où effectivement la petite Serbie, petit État serbe qui, comme on le sait, est attaqué après le fameux attentat de Sarajevo en Bosnie contre l'archiduc, bon, etc. Et qui déclenche, on le sait, le principe même de la guerre le processus de la guerre de 14-18. Et c'est certain que la Serbie s'allie, va demander de l'aide, hein, à la Russie. La France et la Grande-Bretagne sont alliées. Bon, je vous fais pas un cours sur le processus du déclenchement de la guerre de 14-18, mais quand même c'est extrêmement important parce que c'est de là quand même que naît cette amitié franco-serbe à l'époque et qui va expliquer précisément le traumatisme dont vous parliez tous, de la fameuse guerre de dissolution de la Yougoslavie, qui quand même, en chiffres extrêmes, nous mène de 91 à 2001. Hein. Chiffres terribles en allant jusqu'à 200 000, 300 000 morts, hein, et on n'a pas encore fini, hélas, aujourd'hui, d'en compter le poids qui est vraiment considérable. Hein. Bon. Et pour cette guerre de 14-18, on vient quand même de fêter, il n'y a pas si longtemps, le centenaire de tout cela. Hein. Moi, je rappelle toujours dans mes cours que sur 4,5 millions de Serbes, hein, pour le prendre l'exemple de la Serbie, dans ce conflit, 4,5 millions de la population, 1,25 million de morts quand même. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort et qui explique, hein, notamment au travers de l'épopée de l'armée d'Orient, etc., de la libération par cette armée, alliée d'Orient de toute la région. Hein. Un nom comme Franchet d'Épéré est très connu en Serbie. Hein, je veux dire, ici, plus personne, je crois, ne sait qui était ce commandant en chef de l'armée d'Orient. Hein. Et tout ça donc va créer un état d'esprit vraiment d'une amitié franco-serbe importante, hein, qui va se transposer ensuite dans le royaume de Yougoslavie, jusqu'au fameux attentat de Marseille, hein, où donc Alexandre est assassiné, etc. Bon, dans les années 30. Et on était là-dedans, y compris avec la période ensuite de la guerre froide, avec la Yougoslavie de Tito, pays non aligné, etc. Tout ça va faire que, et en effet, quand s'effondre la fédération yougoslave au début des années 90, eh bien, les attitudes, notamment des réseaux diplomatiques français, etc., et de tout ce qui est entourage du président de la République de l'époque, qui était encore François Mitterrand, va dans un premier temps se caler sur cette grande tradition historique, hein, si je puis dire. Et
au début, effectivement, c'est vrai, on va avoir du mal à comprendre, en effet, le mécanisme qui va mener, un mécanisme infernal, hein, qui va mener à cette guerre de dissolution et au retour, en fait, des nations telles qu'elles étaient avant 1914. Et à l'heure actuelle, quand on regarde la carte, hein, bon, bah, alors à part la Slovénie, effectivement, Croatie, qui sont dans l'Union maintenant, on retrouve, hein, quand même à s'y méprendre, la carte qu'on avait avant la Grande Guerre. Hein. Donc, le poids de l'histoire est vraiment, je pense, important. Il y a effectivement un traumatisme, notamment, je pense, au niveau de la diaspora yougoslave, hein, qui était donc pas seulement dans les pays de l'Est, mais notamment en France. Il y a énormément de personnes en France, d'immigrés, d'une vague d'immigration de la deuxième partie du XXe siècle, qui se disent yougoslaves. Et quand on leur pose la question, est-ce que tu es croate, est-ce que tu es macédonien ou serbe, ils disent non, ils sont yougoslaves. Il y a vraiment une sorte de yougo-nostalgie aussi, hein, qui a joué dans tout cela. Donc c'est tout un tas de paramètres différents. Hein. Bon, évidemment, aujourd'hui, et comme le rappelait Florent tout à l'heure, et c'est tout à fait exact, Dieu merci, le temps a fait son œuvre et nous sommes dans une période, comment dire, complètement apaisée, fort heureusement, même si les points de tension subsistent, on le sait bien. Mais moi, ce que je crois quand même dans tout cela, c'est que et ça, franchement, je pense que c'est quand même une vérité intangible, c'est que le mécanisme de la candidature, de l'adhésion à l'Union européenne a un effet stabilisateur quelque part dans la région. Le fait que les pays candidats, alors la Serbie, l'Albanie, bon, qui est un peu plus en retrait, la Bosnie, dont on a parlé récemment, hein, on a reparlé de la Bosnie-Herzégovine et de sa candidature récemment, mais le problème, c'est que les différents malheurs qui sont tombés sur l'Union européenne ces dernières années, et la pandémie est la version ultime, ont fait, rappelez-vous, que le président de la République française, Emmanuel Macron, dans ses dernières déclarations, puis visite qu'il avait fait effectivement en Serbie il n'y a pas si longtemps, avait dit qu'il n'y aurait pas d'élargissement maintenant, notamment dans le sud-est européen, avant une dizaine d'années. C'est une dizaine d'années. On renvoie cet espace quand même fragile, qui est toujours fragile, à 10 ans. Hein. Alors ça va évoluer peut-être, évidemment, il faut être optimiste. Hein. Bon, ça c'est des déclarations, c'est la politique. On n'est pas là pour évidemment faire de la politique ici, hein. Mais bon, ça renvoie quand même à une perspective assez lointaine. Alors que je pense vraiment que et on l'a vu d'ailleurs avec les premiers élargissements à l'est. Hein, ça, il y a vraiment une dynamique stabilisatrice là-dedans. Plus on l'éloigne, et ça fait partie des questions de notre trame de ce soir, plus on laisse la porte ouverte effectivement au retour des anciennes grandes puissances de la région et de leur influence. Ça, c'est souvent le cas, on l'a vu dans le cas de la Serbie, avec pas mal de teasing de Poutine vis-à-vis de la Serbie, ou un peu une rivalité avec l'Union européenne, en disant ça c'est des politiques aussi au pouvoir là-bas. Est-ce que je vais favoriser notre amitié, d'ancienne amitié avec la Russie, avec le grand frère slave russe, ou avec ou est-ce que je vais me tourner vers l'Union européenne, ou un peu des deux, voilà. Donc effectivement, on a plein de paramètres comme ça dont il faut prendre conscience. Et je pense que encore une fois, c'est vraiment c'est comme pour l'impopularité ou la régression de popularité de l'Union européenne dans les opinions publiques, c'est expliquer ce que c'est que la construction européenne. Moi, alors chaque année c'est de plus en plus tristouné, mais j'ai toujours dans mes cours, je termine toujours par un cours sur l'histoire de la construction européenne, pour montrer, bon sang de bonsoir, à des étudiants qui ont 18-20 ans, que c'est quand même une belle histoire, et que on a quand même vraiment voulu construire tout ça contre la guerre, contre les nationalismes, contre vraiment toutes les haines possibles, hein, entre les peuples. Hein. Voilà. Donc, et je pense que c'est plus on le fera, plus on sera à le faire individuellement. Plus on arrivera à débalkaniser précisément cet espace qui nous est cher aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Burriette, pour ces éléments de contexte. Monsieur Marcel, je me tourne vers vous.
Vous êtes de votre côté spécialiste du processus d'élargissement européen. Notre audience n'allait pas forcément spécialiste de ces questions. On voudrait savoir où en sommes-nous dans ce processus. Nous savons notamment que la France a proposé l'an dernier la mise en place d'une nouvelle méthodologie. Quelle est-elle et comment a-t-elle été reçue au sein de l'Union européenne et dans les Balkans également? Effectivement, c'est un processus assez technique et j'ai pas vraiment envie de rentrer dans le détail de la technicité. Je pense que c'est très important ce qu'Olivier vient de dire. Il faut comprendre la logique européenne derrière, la logique de l'intégration européenne. C'est ça qui est essentiel pour comprendre pourquoi est-ce que l'Union européenne continue de s'élargir. Alors, 20 ans sont passés maintenant. 20 ans depuis que l'Union européenne a engagé ou s'est engagée à ouvrir la porte de l'adhésion. C'était au sommet de Zagreb, donc en 2000, donc il y a 20 ans, en 2000. La condition, c'est qu'il faut qu'il remplisse un certain nombre de critères. Donc, à cette occasion du sommet de Zagreb, l'Union européenne a également défini la méthode. Et la méthode, c'est que chaque pays sera jugé à l'aune de ses mérites, c'est-à-dire tous les pays des Balkans occidentaux n'entreront pas en même temps dans l'Union européenne. C'est une différence avec l'adhésion en 2004. Donc, il faut comprendre un petit peu la logique pour comprendre les réformes après. Donc, au cours de ces 20 dernières années, des progrès ont été réalisés, c'est indéniable. Donc, ce qu'on a dit, maintenant, les pays de la région ont tiré la hache de guerre. Des différends majeurs ont été résolus. Si on pense à la Macédoine du Nord, la Macédoine du Nord a changé le nom de son pays pour que la Grèce cesse de bloquer ses aspirations européennes. Alors, combien de pays connaissez-vous qui sont prêts à changer leur nom pour pouvoir rentrer vers l'Union européenne? C'est quand même assez unique. Des réformes ambitieuses ont été initiées, par exemple en Albanie, dans le domaine judiciaire, des réformes qui même au sein de l'Union européenne auraient été difficiles à mettre en œuvre. Le niveau de vie des habitants a cru, le tourisme a fleuri. Enfin, on voit un certain nombre de développements ces 20 dernières années. La coopération régionale s'est développée et puis les liens avec l'Union européenne se sont bien entendu étendus. Donc, au cours de ces 20 dernières années, les pays ont progressé vers l'Union européenne. Leur statut a progressé. Tous les pays de la région, aujourd'hui, à l'exception du Kosovo et de la Bosnie, sont candidats. Ils ont le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Certains, comme la Serbie et le Monténégro, ont commencé à négocier leur adhésion. Mais dans le même temps, et c'est là que le bas blesse, et c'est là qu'on en vient aux réformes de l'adhésion, dans le même temps, les progrès sont trop lents. Ils sont lents et parfois ils vont même dans le mauvais sens. En matière de développement économique, c'est un exemple de lenteur. Les besoins dans la région sont gigantesques. Chaque année, c'est la consommation d'électricité du Kosovo qui est perdue dans la région en raison de la vétusté des infrastructures. Un tiers de toutes les routes, de toutes les lignes de chemin de fer ont besoin d'être réparées dans la région. Et puis, le gap, si vous voulez, le différentiel en termes de développement de prospérité entre l'Union européenne et puis la région ne s'est pas rétréci. C'est-à-dire que les pays de la région croissent économiquement, mais ils ne rattrapent pas les pays européens. Alors, c'est un problème qu'on a du mal, l'Union européenne a du mal à résoudre, et ça laisse la porte ouverte à la Chine, en particulier. Donc, en matière de réconciliation ensuite, il y a eu des progrès, mais effectivement, à chaque élection, c'est le retour des rhétoriques, ce que dit Sénat, des rhétoriques de la haine, avec le prisme nationaliste qui continue à dominer toutes les scènes politiques de la région, à quelques exceptions près, par exemple en Macédoine du Nord. En matière de corruption, près des 3/4 des citoyens de la région estiment que leurs administrations, leurs dirigeants politiques, leur système judiciaire, leur police sont corrompus. Comble de l'ironie, si vous voulez, c'est la moitié des juges serbes qui pensent que leur propre justice est partiale. Donc, on est effectivement dans une région où les choses ne se passent pas vraiment comme on l'espère. Le pire étant en matière de démocratisation. Parce que là, on observe réellement un recul ces dernières années dans la lignée des développements de la Hongrie de Viktor Orban, avec un contrôle accru des médias, avec des administrations politisées, des réseaux d'influence qui sont déterminants, et donc des reculs de fait. Donc, pour remédier à tout ça, l'Union européenne s'est dit qu'il fallait qu'elle réforme un certain nombre d'approches. Elle a tenté de le faire à plusieurs reprises dans le passé. La dernière réforme cette année, c'est pas la première.
Elle l'a faite. Donc, et puis la dernière réforme, donc en 2020, à l'initiative de la France, elle ne sort pas vraiment des cadres, pour être plus spécifique sur cette réforme, elle ne sort pas vraiment des cadres de l'élargissement, c'est-à-dire la conditionnalité, le fait qu'on pose des critères, il faut qu'ils atteignent ces critères pour avancer. L'individualisation des mérites reste, il n'y a pas de grand changement. Elle reprend, cette nouvelle réforme, certaines avancées de précédentes réformes, par exemple l'accent mis sur l'état de droit, la segmentation du processus d'adhésion. Ce sont également des traits rapportés par la précédente réforme. Alors, quelles sont les nouveautés? Quelles sont les inflexions? Alors, d'une part, cette réforme, elle reconnaît que le processus d'adhésion est un processus de nature aussi politique et pas simplement technocratique. On le savait, mais on ne voulait pas vraiment le voir. Il faut, et c'est l'attente de l'Union européenne. Pour adhérer à l'Union européenne, il faut que ce soit un choix politique et un choix générationnel. On ne veut pas de changements pseudo-démocratiques qui ont l'air démocratiques sur le papier, avec des éléments de langage qui nous montrent qu'on adore l'Union européenne, mais qu'en réalité, la situation de captation d'État ne disparaît pas dans la région. La deuxième inflexion, c'est qu'elle ouvre davantage la porte à une intégration différenciée des pays de la région dans l'ordre européen. C'est-à-dire qu'en gros, les pays de la région vont pouvoir, sous certaines conditions, participer à certains programmes, certaines initiatives qui jusque-là sont réservées aux États membres. Et puis enfin, elle souligne la réversibilité du processus d'adhésion. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est en cas de recul, les États membres et l'Union européenne disent clairement qu'ils sont prêts à sanctionner les pays candidats, en particulier en matière de manquement démocratique. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour rendre la politique d'adhésion plus efficace? Alors, ça reste à voir, très honnêtement, c'est un débat. La crédibilité de l'Union, pour l'instant, dans la région, s'est beaucoup effacée, s'est beaucoup érodée. 46% des Serbes pensent que l'adhésion n'aura jamais lieu. C'est dire la difficulté et la perte de terrain de l'Union européenne. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que peut-être que l'Union européenne fait moins face à un problème de méthode qu'à un problème de fond. Ce qu'on observe au sein de l'Union européenne, et je vais m'arrêter là, c'est des divergences au sein des États membres vis-à-vis des approches en matière d'élargissement. Les États membres n'ont pas tous les mêmes intérêts, ils ne poursuivent pas tous les mêmes objectifs par leur politique d'élargissement. Ces divergences envoient des signaux qui sont contradictoires et qui rendent forcément la politique d'élargissement de l'Union européenne peu crédible. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les citoyens européens ne comprennent pas toujours pourquoi est-ce qu'on a besoin de cet élargissement. Et ils s'y opposent à une courte majorité au niveau européen. Et là, je rejoins tout à fait ce que Olivier dit, c'est-à-dire que les citoyens européens ne comprennent pas parce que simplement, on a arrêté de débattre de ces questions-là au sein de nos démocraties européennes. Donc, il faut faire davantage d'éducation au niveau de l'histoire de l'Union européenne pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de continuer dans cette voie-là. Je vous remercie, Monsieur Marciac. Vous avez mentionné les divergences de position européenne quant aux élargissements dans les Balkans occidentaux. Nous avons une question bonus de la part des auditeurs qui nous demande: pourriez-vous nous dresser un panorama rapide des positions européennes face à l'élargissement européen dans les Balkans, peut-être préciser sur le cas de la Bulgarie ou de la Macédoine du Nord? Le veto bulgare notamment face à la Macédoine. Alors le veto bulgare. Bon, c'est-à-dire que il y a plusieurs types de groupements, si vous voulez. Il y a les pays qui sont frontaliers des pays des Balkans, qui sont membres de l'Union européenne, mais qui sont frontaliers. Cela, c'est un thème sensible parce qu'ils ont des moyens de levier qui sont très très puissants pour faire adopter ou pour infléchir des politiques ou des décisions chez leurs voisins balkaniques. Alors, c'est le cas de la Bulgarie. Alors après, j'ai noté la Grèce, par exemple. Je vous ai expliqué la Grèce qui s'opposait au nom du pays. Donc avant, c'était République de Macédoine. Ils ont bloqué pendant la Macédoine du Nord était bloquée pendant plus de 15 ans à cause de cela, jusqu'à ce qu'elle change le nom de son pays. Maintenant, après avoir changé le nom de son pays, la Bulgarie décide de bloquer la Grèce, la Macédoine du Nord par exemple.
parce qu'elle s'oppose, elle souhaiterait que soit reconnu par la Macédoine du Nord le fait qu'en fait ils sont bulgares. Vous voyez, donc il n'y a pas de différence entre Bulgares et Macédoine du Nord, et qu'en Macédoine du Nord vivent en quelque sorte une sorte de Bulgares et parlent une sorte de Bulgare. Donc ce sont des discussions d'historiens qui sont menées par des politiques. Et c'est tout le problème des pays qui sont frontaliers, c'est qu'ils ont une tendance à instrumentaliser l'histoire et leurs conflits bilatéraux à des fins politiques. Ensuite, il y a d'autres types de pays qui sont plus éloignés. Par exemple, les pays du Visegrad, la Pologne, la Hongrie en premier lieu. Alors eux, en matière d'élargissement, ce sont ceux qui sont les plus, qui soutiennent le plus volontiers l'adhésion de ces pays-là. En gros, ça, si je simplifie à peine, pour la Hongrie, ils pensent que tout ce qui est que mesurer un petit peu, évaluer les progrès en matière de démocratisation, c'est une question d'interprétation. Et donc, il ne faudrait pas imposer de critères politiques à l'adhésion des pays de la région. L'arrière-pensée de ces pays-là, c'est qu'ils ne veulent pas un approfondissement de politique de l'Union européenne. Ils espèrent une Union européenne plus large, élargie, avec des personnalités et des dirigeants politiques relativement illibéraux, qui pensent un petit peu de la même façon qu'eux. Donc, c'est un calcul politique vis-à-vis de la direction stratégique de l'Union européenne. Après, pour finir, il y a, si vous voulez, l'Allemagne et l'Autriche, qui sont des pays qui sont engagés de façon historique dans la région, également économiquement, qui soutiennent de façon assez forte l'adhésion du pays, mais toujours avec un engagement, avec une conditionnalité stricte. Donc, ils veulent s'assurer que la transformation des pays s'est bien réalisée avant d'ouvrir la porte de l'Union européenne, pour éviter justement un effet déstabilisateur sur la dynamique européenne interne. La France fait figure d'exception ou de cas particulier dans cette constellation-là. Elle a tendance à opposer approfondissement et élargissement de l'Union européenne et privilégie davantage cet approfondissement en ayant peur qu'un élargissement le menace. Je vous remercie pour ces précisions, Monsieur Marciac. Madame Maric, je me tourne vers vous. Il est essentiel, en effet, d'apporter un point de vue local à ces discussions. Et nous le savons, le processus d'élargissement vers les Balkans occidentaux se trouve dans une situation délicate. Il y a peu d'avancées qui ont lieu. Quelles sont les réactions au sein des Balkans face à cette stagnation? Des élites politiques, mais aussi des populations. Y a-t-il encore des espoirs d'Europe dans les Balkans, alors que la corruption ou les problèmes d'état de droit persistent dans ces pays? Merci Anna. Donc les positions sont divergentes, ça dépend à qui cette question est adressée. Si vous demandez aux autorités politiques, leur perspective serait beaucoup plus différente que celle des citoyens ou bien de la société civile. Il paraît que les autorités politiques ont un peu, qu'ils ont appris à jouer le jeu, disons. Ils voient que la perspective d'adhésion est très, très éloignée et que pendant leur mandat politique, ça ne s'achèvera pas et que dans cette période où ils sont au pouvoir, ils n'ont rien à gagner. Donc, pour s'investir dans les réformes de la démocratisation, de l'état de droit, donc de toute cette réforme qui demande une très grande, disons, qui ont un très grand coût politique, donc ils peuvent beaucoup perdre dans leur capital politique, dans le fait que vous le savez bien, mais il faut peut-être souligner, le taux de corruption et de la captivité de l'État est très, très remarquable dans nos pays. Et une grande partie de l'élite politique profite de cette situation. Et alors, pourquoi démanteler tout cela pour avoir rien en retour? Disons, soit l'adhésion ou bien quelques autres gains assez concrètes qui leur permettraient de gagner dans les prochaines élections. Alors, ils savent maintenant jouer le jeu. De toujours blâmer l'Europe et les Européens pour le manque de succès
internement. Vous comprenez? Alors, par exemple, si on a eu les rapports de la Commission européenne il y a un mois qui présentent chaque année l'état de lieu dans chaque de 6 pays des Balkans de l'Ouest. Par exemple, dans le cas de Serbie, il était assez critique, même pas suffisamment critique, mais c'était toujours critique vers l'état de lieu dans la sphère des médias, l'état de droit et beaucoup d'autres champs. Et la réaction des autorités politiques serait, mais vous savez, c'est à eux aussi, voilà, ils ne veulent pas que la Serbie ou d'autres pays entrent, etc. Donc, c'est toujours, la discussion est toujours un peu renversée vers la culpabilisation de l'état de lieu actuel en Europe et la manque de l'appétit vers l'élargissement, etc., etc. Donc, ça, on a beaucoup vu ça dans les pays de l'Europe centrale et orientale, c'est toujours le cas, et nos politiciens ont appris de manipuler de même façon. Bien sûr, ça frustre beaucoup les citoyens et la société civile qui a vraiment l'intérêt de européaniser, disons, nos pays, dans le sens d'importer tout ce qui est meilleur dans l'Union européenne, d'importer les standards, les principes de l'article 2 des traités fondamentaux, etc., etc. Donc, notre intérêt est de vraiment faire que nos pays soient fonctionnel, que l'état de droit fonctionne, qu'il y ait de la certaineté légale, etc., etc. Et quand on voit d'une partie cette position de nos autorités politiques et de l'autre côté une complaisance de la côté des autorités de l'Union européenne, on devient vraiment frustré et on se sent qu'on n'a pas des alliés pour notre cause. Et c'est pourquoi on insiste ici, et c'est ce que fait mon think tank. Mais on est aussi l'un des partenaires d'un réseau qui s'appelle Think for Europe Network, qui réunit 6 think tanks de la région, pour un peu animer le débat dans le contexte européen et de retrouver, disons, des alliés qui peuvent nous aider d'européaniser, de transformer vraiment nos pays. Quand je dis d'aider, ça ne veut pas dire toujours d'aider financièrement, mais au moins d'avoir cette rhétorique positive et beaucoup plus rigide et beaucoup plus franche envers nos autorités politiques qui nous mènent vers le recul, comme s'y a remarqué. Donc, je suis d'accord que le processus d'adhésion donne un effet stabilisateur dans nos pays, mais comme le temps passe, toutes ces élites politiques continuent à profiter de cette statu quo et de cette stagnation pour plus, vous savez, se boucler dans leur réseau bien installés, qui sont corruptifs et qui abusent les biens publics. Et d'autre côté, on a la situation où, comme Florent a dit, qu'à chaque 2 minutes, une personne émigre, etc., etc. Donc, nous sommes frustrés, les élites politiques se réjouissent à continuer à profiter de cette position-là. Je vous remercie, Madame Senna-Malic, pour ces éléments de réponse. Vous avez mentionné à juste titre le manque d'avancées concrètes en termes de rapprochement avec l'Union européenne, mais y a-t-il un risque que les Balkans aillent voir ailleurs, excusez-moi. Nous avons d'ailleurs une question d'une internaute, de Sarah, qui demande si d'autres puissances telles que la Turquie, la Russie ou la Chine gagnent de l'influence dans la région, que ce soit au niveau économique, culturel ou politique. Oui, ils sont plus présents qu'avant, disons qu'il y a 10 ans, mais cette présence, je pense qu'elle est beaucoup plus amplifiée dans les médias et dans le monde occidental qu'elle est la réalité.
En fait, la région est beaucoup plus orientée vers les pays de l'Union européenne en ce qui concerne les échanges économiques, culturels et tous autres. Et ça ne va pas changer, je pense, vite. Donc, on aura toujours de liens très étroits avec les pays de l'UE et elles nous sont les plus grands partenaires économiques, c'est sûr. C'est vrai que ces pays, la Turquie, la Chine en Serbie, la Russie, je dirais qu'elle est un peu en recul, mais on peut en discuter après si vous êtes intéressés. Elles sont plus présentes. La Chine avec ses investissements économiques qui elle n'attache pas des standards dans le domaine des droits de l'homme et d'autres, disons, les éléments que l'Union européenne et les pays développés demandent, et c'est pourquoi c'est si facile de les avoir et de capitaliser dans leur présence et de les présenter comme si elles étaient les donations, et en fait ce ne sont pas des donations mais des crédits. Voilà, la Turquie, elle n'est pas présente si économiquement, mais elle est de plus en plus présente dans les parties avec la majorité de la population musulmane dans nos pays. Voilà, et la Russie, ok, je vais répondre à cette question, c'est surtout, elle était toujours présente en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, une partie de ces pays. Mais je dirais qu'avec les dernières élections où l'influence des partis politiques en Serbie qui ont été proches de la Russie a beaucoup diminué, qu'aussi l'influence de la Russie a diminué et a reculé. Et ça pouvait être très bien remarqué aussi par la PR et la propagande faite par nos autorités en ce qui concerne l'aide humanitaire reçue par d'autres pays en contexte pandémique. Par exemple, avant, vous aurez pu entendre beaucoup plus de mots de soutien ou de remerciements envers la Russie, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, ça n'a pas été le cas. C'est la Chine qui a absolument dominé ce discours vous savez, qui sont les plus grandes amis de Serbie, etc., etc. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Je vous remercie, c'était très clair. Donc, nous avons évoqué plusieurs aspects de développement dans les relations entre l'Union européenne, ses États membres comme la France et les Balkans occidentaux. J'aimerais désormais maintenant que nous nous focalisions notre attention sur les possibilités de rapprochement entre l'Union européenne et toujours les Balkans occidentaux. Monsieur Buriet, j'aimerais commencer avec vous. La France, elle est parfois accusée de jouer un rôle contre-productif concernant l'élargissement européen. Mais n'est-ce pas là un problème de fond, plus profond? La France semble percevoir les élargissements orientaux comme une menace pour sa puissance politique à l'échelle européenne. Ainsi, la France doit-elle, selon vous, faire le deuil de l'Europe des 6 ou des 15 afin de jouer un rôle plus productif dans le rapprochement de l'Union européenne avec les Balkans occidentaux? Alors, merci Ena, c'est une question vraiment, c'est une question assez complexe sur le plan historique parce que ça nous renvoie, en quelque sorte un peu à l'origine même de la construction européenne. D'abord autour du charbon et de l'acier, ensuite la communauté économique, qui était avant tout une union douanière, et puis ensuite, à partir de 92, on passe clairement à autre chose, c'est-à-dire la création d'une union, la fameuse fédération d'États-nations, qui est encore aujourd'hui telle qu'on définit la structure de l'Union européenne à l'heure actuelle. Alors là-dedans, c'est un point de vue vraiment personnel que je pourrais donner, et toujours évidemment en m'appuyant sur l'histoire, enfin en tout cas sur la lecture que j'en ai, c'est que je pense que dans le cadre, quand on voit l'évolution de ces dernières années, il y a vraiment eu une tentative de se recentrer sur le fameux couple franco-allemand. Alors, ça, c'est quelque chose qui fait tout le temps, qui fait encore souvent débat, parce qu'on dit non, ça n'existe pas, ça n'existe plus, etc., etc., etc. Mais pourtant, il y a bien une genèse de ça, de ce couple franco-allemand. Il y a eu,
je vais pas vous barber avec les années 20, mais en 1925, les accords de Locarno, bon, c'est un peu le noyau de ça. Puis après, il y a toute la période avec De Gaulle, Adenauer, le traité de l'Élysée, etc. Incontestablement, quand même, quand on l'analyse sur le plan historique, ce couple franco-allemand a quand même toujours joué le rôle d'un moteur là-dedans, un moteur de la construction européenne. Ça s'est quand même un peu agrégé autour de ça. Il y a d'autres pays fondateurs, il y a l'Italie, c'est vrai, hein, bien sûr, mais il y a quand même ça. Alors, il y a eu une tendance, notamment dans la période du septennat et du quinquennat de Jacques Chirac, donc il y a quelques années maintenant, même déjà, à vouloir se recentrer autour de ça. Non pas de déconstruire quoi que ce soit, mais de se recentrer sur ce moteur-là pour ensuite peut-être pouvoir donc faire une pause par exemple dans les élargissements, puis après repartir sur une construction peut-être par cercle concentrique, etc. Enfin bon, il y a tout un débat à l'heure actuelle qui d'ailleurs n'est absolument pas tranché. Et moi, ce que je pense en fait dans tout ça, c'est que franchement, depuis, c'est quand même, je pense qu'on a vraiment eu un coup d'arrêt quand il y a eu, et c'est quand même ma lecture, le traité constitutionnel qui a été rejeté. Hein. Bon, ensuite, après ce moment-là, ça a marqué un coup d'arrêt, les choses sont reparties ensuite, mais plus difficilement. Et puis après, très vite, on a eu tout un tas de crises qui sont tombées. Vous savez bien, la crise bancaire, la crise financière, la crise grecque, la crise migratoire, la période de la pandémie actuelle, etc. Et tout ça, franchement, enfin moi, c'est ma lecture. Je pense a ralenti hein, ce processus. Et moi, je pense, alors c'est mon point de vue, évidemment, ça ne regarde que moi, quoi. Je sais pas ce que pourra en dire Florent, je ne sais pas, hein, mais que ça pourrait passer par une relance de ce binôme franco-allemand. Seulement, le problème, c'est que nous allons arriver dans pas longtemps dans des échéances électorales, tant en Allemagne, hein, où évidemment, la période d'Angela Merkel, quand même, qu'on le veuille ou non, de toute façon, va vers une fin, quoi. Et puis nous, en France, c'est pareil. Les élections s'approchent quand même, disons, à l'horizon 2022. Donc, de toute façon, là aussi, je pense qu'on est encore dans une période où on va être dans une période d'attente, incontestablement, de sortir d'une part de cette pandémie dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences, puis qui sont mondiales déjà, mais déjà au niveau européen. Et petit bémol quand même, et on voit, Florent nous a fait un très bon tableau, j'ai trouvé, de toutes les dissensions qu'on peut avoir dans l'UE même. On a malheureusement pas vu beaucoup de cohérence, hélas, dans cette lutte contre la pandémie, alors que pourtant là, on avait une occasion rêvée d'affronter en commun quelque chose qu'on soit à Vienne, qu'on soit à Budapest, qu'on soit à Paris ou à Belgrade, je veux dire, était quand même un problème commun. On aurait pu saisir cette occasion, peut-être qu'a posteriori, ça va être l'occasion justement d'avancer. Souvent, les grandes crises permettent de progresser dans la suite. Mais je crois qu'il faut quand même actuellement avoir il faut vraiment se resserrer sur ça, sur le fait de vraiment avoir des convictions sur ces élargissements, et franchement y croire et communiquer vraiment. On ne fera jamais assez pour bien expliquer ce que c'est que l'Union européenne. Pourquoi en est-on arrivé là et dans quel but pour précisément montrer que c'est quelque chose de positif justement et non pas une structure incompréhensible. Bon, c'est vrai que quand on fait un cours sur les institutions européennes, c'est vrai qu'effectivement il faut quand même vraiment bien les expliquer, quoi. Hein, mais quand même, je veux dire, voilà, il faut montrer en quoi c'est quelque chose je pense de positif et surtout je le redis encore une fois, de stabilisateur. Et donc je pense que ça passe certainement en partie par cette dynamique-là, sans rien déconstruire du tout, mais l'idée d'une relance, quoi. Bon, c'est vrai que le président Macron a montré depuis le début de son quinquennat pas mal de gestes de conviction, comment dire, européenne, c'est vrai. Seulement le problème, et on l'a bien vu, c'est qu'il était un peu seul dans tout cela, et
donc c'est pour ça, moi je vois la chronologie des calendriers, qu'il faudra peut-être repartir après un temps de pause et puis de crise surtout quand même successifs que on a tous collectivement affronté évidemment en Europe et dans le monde. Voilà ce que je peux dire. Enfin, c'est évidemment c'est un point de vue assez personnel sur l'histoire du couple franco-allemand, mais moi j'y crois assez parce que j'en trouve des racines historiques. Donc je pense il a existé vraiment et voilà, et ne pas hésiter à s'appuyer sur l'ensemble des pays de l'Union. On voit bien que les temps aussi, Florent l'a évoqué, concernant ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, sur effectivement des dirigeants plutôt autoritaires, populistes quand même, faut bien le dire. Bon, mais à un moment donné aussi, les peuples reprennent comment dire, le contrôle quelque part. Enfin, il y a quand même des élections, etc. Et on sait bien que bon, Orban, ça ne durera pas, comment dire, pendant encore 20 ans, quoi. C'est quand même clair. Donc voilà, et ne pas oublier, alors ça c'est un vieux conseil d'historien, mais ce que j'appelle les forces profondes aussi. Ce que nous, en histoire des relations internationales, on appelle les forces profondes, définies par Pierre Renouvin, Jean-Baptiste Durosel, etc., historien, théoricien de l'histoire des relations internationales en France. Et j'entendais tout à l'heure Florent parler de Vienne et de à quel point autour de Vienne où il se trouve gravitent à nouveau les États voisins et les États balkaniques précisément. Ben bien sûr, parce que Vienne, qu'est-ce que c'était, si ce n'est ce n'était jusqu'en 1914, avant que tout s'effondre, la capitale quand même de l'empire, de l'empire d'Autriche-Hongrie, et puis avant donc de l'empire tout court, quoi, de l'empire d'Autriche. Et donc tout gravitait dans cette région-là. Alors donc effectivement le rôle de l'Europe centrale, voire centro-balkanique, comme moi j'allais la définir, ou l'Europe danubienne, il y a plein de termes divers, est absolument essentiel pour cet avenir, je pense, de la débalkanisation des Balkans. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Burriette, pour cette réponse très intéressante. Florent Marciac, je me tourne vers vous. Donc, nous l'avons dit, le processus d'élargissement pâtit. Depuis longtemps, l'Union s'appuie sur des figures politiques régionales, parfois controversées. Cette analyse, tu as mentionné le président Vučić de la Serbie, mais il y a également Rama en Albanie, pour ne citer que, et sur une volonté parallèle également de maintenir une certaine stabilité régionale. N'y aurait-il pas une sorte de révolution aussi à mener au niveau de cette approche? L'image de la carotte et du bâton est-elle encore d'actualité? Ou au contraire, peut-on imaginer une approche plus centrée sur les sociétés civiles de la région et sur une volonté d'avancer réellement plutôt que de stabiliser inefficacement? L'image de la carotte et du bâton, c'est toujours quelque chose qui met mal à l'aise. On l'entend toujours, il faut un bâton plus grand, il faut frapper plus fort, mais enfin les pays des Balkans, c'est pas des ânes non plus. Donc ça renvoie à une image qui est assez dépréciative en ce sens-là. Mais malheureusement, c'est pas anecdotique de la façon avec laquelle l'Union européenne traite les Balkans occidentaux. Il y a donc une logique très top-down, très hiérarchique. L'Union européenne s'engage dans les Balkans sous la forme d'un monologue et pas d'un dialogue. Les critères européens d'adhésion sont définis par l'Union européenne, ils ne sont pas négociables. Donc on n'est pas, c'est un petit peu l'ambivalence de ce processus où on s'attend à ce que les États se transforment et rejoignent l'Union européenne, s'assimilent, mais on ne leur demande pas de contribuer au projet européen. Donc ça, c'est une limite claire dans la façon de sociabiliser les États. Donc il faudrait y réfléchir. Pour ce qui est de la stabilité, c'est vrai que la stabilité, c'est la préoccupation majeure de l'Union européenne dans les Balkans occidentaux. Et parfois, au dépend de la démocratie. Ce que tu dis, Anna, que ce soit le président français ou la chancelière allemande, que ce soit le président du Conseil européen, tous par le passé ont déjà loué et salué le leadership exceptionnel de M. Vučić, donc le président serbe. La Commission européenne, elle a mis très longtemps avant de reconnaître l'étiolement de la démocratie dans la région, avant de reconnaître la captation d'État. Donc, il y a un déséquilibre, c'est clair, il y a un déséquilibre entre cet impératif de la stabilité et puis aussi de la démocratie. Le problème, c'est qu'à trop insister
sur la stabilité, on étouffe la démocratie. La démocratie, elle requiert, elle a besoin de cette confrontation, elle a besoin de cette contestation. Elle a besoin aussi de la contestation des rapports de force même entre l'Union européenne et les Balkans, où on n'a pas un rapport de vassal vis-à-vis de la région. Elle a besoin d'une forme d'alternance politique, de changement, donc d'instabilité, de participation aussi de citoyens impatients. Tout ça, ça effraie l'Union européenne. Ça, c'est clair que c'est pas vraiment ce que soutient l'Union européenne en ce sens-là, parce que justement pour deux raisons. La première, on l'a déjà vu, c'est ce poids de la balkanisation, cette peur de la balkanisation, l'instabilité qui va tout de suite déboucher sur la guerre et des nouveaux conflits. Donc on veut absolument la stabilité, on ne veut pas la risquer. Même si on sait qu'à terme, le manque de démocratie n'amènera pas une stabilité parfaite et sera source de tension. Puis la deuxième raison qui explique cette crainte de l'Union européenne est plus profonde, c'est un sentiment d'impuissance. L'Union européenne, c'est un projet qui est profondément élitiste. Donc comment communiquer le sens aux citoyens? Comment fédérer, si vous voulez, les citoyens autour de l'idée d'unification européenne et de démocratie européenne, pas de démocratie nationale, de démocratie européenne? Ce sont des questions auxquelles l'Union européenne cherche des réponses, à la fois dans les Balkans, mais aussi pour elle-même. On n'a pas ces réponses-là. Donc, cette difficulté à gérer stabilité ou alors démocratie, c'est vraiment un problème qui nous touche profondément. Je crois que la clé, pour ce qui est de l'élargissement, de l'adhésion des pays, c'est d'ancrer, si vous voulez, le processus d'élargissement justement à celui de l'approfondissement politique de l'Union européenne. Les deux processus vont de pair. L'élargissement, il a toujours nourri un certain approfondissement politique. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et donc, il ne s'agit pas, et ça c'est ce qu'on doit communiquer également dans la région, il ne s'agit pas, et puis pour nous aussi, il ne s'agit pas d'élargir pour élargir. L'objectif, c'est pas l'élargissement. Il s'agit d'élargir parce que l'élargissement répond à une vocation politique de l'Union européenne. Et il faut discuter de cette vocation politique, la vocation d'Europe, en termes de mythologie grecque, d'Europe qui chevauche Zeus et non le contraire. Une vocation qui, si vous voulez, qui reflète un projet ambitieux qui vise à domestiquer ces nationalismes. C'est ce qu'Olivier disait. C'est le cœur de l'idée européenne. Et à cet égard, les sociétés balkaniques, elles ont tout autant leur mot à dire que les États membres. De ce point de vue, on est tous dans le même bateau. On est tous confrontés à cette résurgence des nationalismes, des populismes. Donc, il faudrait impliquer davantage les sociétés balkaniques dans les processus d'adhésion, changer un petit peu la façon dont on dialogue ou on monologue avec les pays de la région. Mais je crois que c'est d'autant plus essentiel d'impliquer les sociétés civiles des Balkans dans les débats stratégiques que l'on a, nous, ici, concernant l'avenir de l'Union européenne que l'on veut bâtir. Parce que l'enjeu, c'est de construire l'Europe auquel ils vont adhérer demain. Donc, de ne pas attendre 20 ans, 30 ans qu'ils rejoignent l'Union européenne pour commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent comme union politique. Vous voyez? Donc, c'est un travail en amont qui est à la fois porté sur nous-mêmes et puis sur un dialogue avec les sociétés là-bas. Je vous remercie, M. Marciac. Madame Maric, je me tourne vers vous. Donc, face à des perspectives européennes de plus en plus vagues pour les Balkans occidentaux, est-ce que le processus d'européanisation pourrait, lui, être renforcé au sein de la région elle-même et non pas de façon exogène, comme on l'a déjà mentionné? En d'autres termes, le rapprochement avec l'UE ne peut-il pas venir d'une coordination ou d'une coopération régionale balkanique? Il y a l'exemple de la mise en place d'un mini-espace Schengen qui revient souvent dans les débats. Bernard Thibert, consul du Monténégro à Lyon, nous demande d'ailleurs, pensez-vous que le mini-Schengen contribuera-t-il à débalkaniser les Balkans occidentaux ou au contraire à encore plus les balkaniser? Merci. Oui, bien sûr que les initiatives régionales qui existent peuvent contribuer à mieux préparer nos pays à l'adhésion finale.
Donc, le remplacement de l'adhésion par les initiatives, non, pas du tout, parce que ce ne serait pas possible. Comme vous voyez, le taux d'échange entre nos 6 pays, c'est, je pense, au maximum 15 à 20% des échanges commerciaux qui se passent au niveau régional, et les autres, la majorité absolue, c'est avec les pays de l'UE. Donc, le mini-Schengen ou d'autres espaces régionaux commerciaux qui a maintenant été promulgué par Regional Cooperation Council, c'est un bon entraînement pour le marché interne, le marché européen, mais tout simplement, elles ne peuvent pas remplacer tout ce qui est l'adhésion à l'UE. Et en ce qui concerne le mini-Schengen, il y a beaucoup d'inconnus et beaucoup des obstacles pour leur mise en place. Par exemple, le nom mini-Schengen est déjà dissuasif. Alors, ce ne serait pas les 4 libertés comme elle est dans le Schengen en UE. Ça serait plutôt les deux libertés. Alors, la liberté de voyager et la liberté de la circulation des employés, workers, excusez-moi. Donc, il y aurait cette circulation de force, j'ai perdu le mot, je m'excuse. Mais cette circulation des gens est plus la circulation de force de travail. Ce qui est par exemple assez convenient pour les régions qui sont sur les frontières entre les 2 pays. Par exemple, il y a une très grande circulation entre les gens de la Serbie du Sud avec la Macédoine du Nord. Elle a déjà existé et elle sera beaucoup plus facilitée avec l'initiation du mini-Schengen si ça se passe jamais, par exemple. Ou bien, imaginez-vous que la Serbie a le manque de force dans le domaine de l'agriculture et l'Albanie en a il y a beaucoup de gens dans ce domaine-là. Par exemple, un travailleur d'Albanie n'irait pas en Serbie pour travailler, mais il irait plutôt dans les pays de l'Ouest de l'Europe. Donc, voilà, il y a beaucoup de trucs que l'espace mini-Schengen a bien imaginé, construit, mais que je pense qu'en réalité, ne serait pas possible à impliquer. En tout cas, si l'on que ça contribue à une croissance économique et ça donne une stabilité politique entre nos pays, c'est bon. Et quand les citoyens commencent à sentir les améliorations économiques, ils perdront toute cette querelle politique et toute cette dispute que les politiciens imposent en force, forcément, je pense. Voilà. Désolée un peu, j'ai un peu perdu le vocabulaire. J'ai parlé français depuis longtemps. Merci Sena Malic, ne vous inquiétez pas, c'était très clair. Il est désormais temps de conclure notre webinaire par un petit exercice de projection dans le futur. Donc, j'aimerais vous demander de vous téléporter instantanément en 2030 et de me dire très succinctement où en est le processus d'adhésion à l'Union européenne concernant les Balkans occidentaux. Monsieur Buriel, je vous laisse commencer, par exemple. Merci Léna. En 2030, alors donc en moins d'une minute, je rebondirais peut-être sur ce que disait Sénat tout à l'heure sur cette histoire de mini-Schengen. Mini-Schengen, pourquoi pas, dans la mesure où ce sont des États qui ont vécu ensemble, non seulement au XXe siècle, mais dans la fédération de Tito, dans le royaume de Yougoslavie, dans l'État des Serbes, Croates et Slovènes des années 20. Et donc,
Donc ça peut être une phase transitoire qui pourrait permettre justement de finaliser en 2030 la chose. Le cas d'Albanie reste à part, puisque l'Albanie, malgré tout ce que voulait faire Tito, n'est jamais rentré dans l'aventure yougoslave, ni avant la guerre de 39-45, ni après d'ailleurs, hein. Elle est toujours restée à part, un statut particulier. C'est vrai que les Albanais, j'ai pu m'y rendre d'autres fois, c'est vrai que la situation réelle, c'est qu'effectivement, vont beaucoup travailler en Italie, etc., enfin dans les pays occidentaux, et pas forcément dans les autres pays de la région, mais elle n'a pas participé à l'aventure des Slaves du Sud, si je peux dire, parce que elle s'est pas mise dans la fédération. Alors 2030, oui. Moi, je pense qu'on peut imaginer que après toutes ces guerres, après tous ces conflits, cette région donc des Balkans occidentaux, en tout cas de l'ex-Yougoslavie, pourrait être sur le seuil de l'entrée de l'UE, dans la mesure où, encore une fois, on peut imaginer que, parce que dans l'histoire, on est toujours aussi dans le temps long aussi, hein, un peu comme disait Fernand Braudel, et donc on a aussi des périodes de troubles, des périodes de guerre, des périodes de crise, et puis aussi des périodes de retour à la stabilité. C'est une région, comme d'autres régions d'Europe, des Balkans occidentaux qui ont tout à fait, il n'y a aucune raison d'imaginer que ça ne se produise pas. Donc j'essaierai d'avoir une image un peu optimiste, même si hélas, par les temps qui courent, malheureusement, l'optimisme ne se rencontre pas au coin de la rue, je trouve. Voilà ce que je peux dire. Merci, Monsieur Bloriette. Monsieur Marciac, à vous. Oui, je serais malheureusement un peu plus pessimiste si on extrapole un petit peu, si on tient compte des tendances avec la renationalisation des approches en matière de politique d'élargissement, les blocages qui se multiplient au sein du Conseil pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc, cette partie des problèmes. Et puis, si on extrapole également la vitesse à laquelle les pays de la région tentent de se rattraper leur retard, donc économique, en termes d'approximation de l'acquis, en termes de convergence politique, on parle de plusieurs décennies, très honnêtement. Les progrès sont beaucoup trop lents et l'Union européenne progressant avec l'acquis qui progresse, le développement économique qui progresse, eh ben, forcément, à part le point de vue politique où il y a une convergence par le bas avec la Hongrie, si vous voulez, les pays avant d'atteindre le seuil d'adhésion auquel la Croatie était quand elle a atteint l'Union européenne, ça peut prendre plusieurs décennies. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas tout dit. Parce que je pense que en 2030, le processus d'adhésion sera un petit peu à l'image de l'Union européenne. Il y a beaucoup de politique là-dedans. Il n'y a pas juste des extrapolations techniques. Et quels seront les défis de l'Union européenne en 2030? C'est ça la question. C'est vraiment ça la question, parce que il faut regarder la politique d'élargissement comme un acte de confiance. C'est avant tout ça. Quand l'Union européenne fera face à des partenaires ou des rivaux stratégiques comme la Chine, ces 2 dernières années, la Chine a envoyé plus de fusées que les États-Unis ou l'Union européenne dans l'espace. Elle a pour vocation d'être le leader technologique mondial dans 2-3 décennies. Je veux dire, les ambitions, elle les a. Donc, l'Union européenne qui regarde les petits Balkans qui ont la taille de la Roumanie en termes de population et de taille, de surface, et l'Union européenne qui n'est pas capable ou qui est frileuse à l'idée de s'engager davantage dans la région par le biais de l'adhésion, ça envoie simplement un signal de faiblesse. Ça montre simplement l'ambition. Donc, il faut en trouvant les moyens de s'élargir, il faut que l'Union fasse état de ses ambitions, de ses valeurs et qu'elle fasse acte de confiance. Je vous remercie, Monsieur Marciac. Madame Maric, je vous cède la parole. Merci. 2030, par défaut, je suis aussi pessimiste, mais j'essaierai d'un peu réfléchir en milieu.
Je pense que cette période, les 7 années qui suivent, seront marquées par une internalisation de l'UE, consolidation, une introspective, attitude introspective, et alors ça reflèterait aussi sur le processus d'adhésion. Alors, il ne faut pas espérer avoir de nouveaux membres avant 2030 ou même, je pense, 2035. Entre-temps, ce qu'il faut se passer, c'est de nouveau changer de traité, d'amender la politique d'élargissement, qu'elle ne soit pas, que les décisions ne soient pas prises par l'unanimité dans chaque petite étape, ce qui est le cas maintenant, parce que ça permet les situations qui se passent comme plus récemment avec la Bulgarie et la Macédoine du Nord, ça peut se passer 1000 fois encore dans les années qui viennent pour chaque de ces 6 pays. Alors ça, par exemple, il faut changer cette règle de jeu avant que la prochaine pays soit accepté. Et entre-temps, bien sûr, si on reçoit des signaux plus positifs de l'UE, je suis sûre que les autorités des Balkans occidentaux, les hommes politiques vont aussi être plus motivés de progresser. Malheureusement, ce n'est pas seulement, ce sont nous les citoyens qui demandent les réformes sincères, mais dans le contexte où nos démocraties ne sont pas des démocraties propres, où il est très difficile de s'exprimer dans les médias, etc., c'est très difficile. Alors, la dynamique, il faut les deux pour que le processus soit accéléré, mais dans 10 ans, j'espère qu'au moins, on sera plus proche de l'Union européenne qu'aujourd'hui, mais sûrement pas dans l'Union européenne. Je vous remercie, Sénat Malish. Bon, il est temps de conclure notre webinaire. Je tiens à remercier chaleureusement nos 3 intervenants qui ont nourri cette discussion, mais également aux organisateurs de l'événement, Eurocreative et Eurosorbonne, sans qui cette conférence n'aurait pas eu lieu, et également aux auditeurs qui ont participé activement à la discussion. Et comme on dit dans les Balkans, vidimo se. Merci à tout le monde. Vidimo se.